En ces temps de Covid, beaucoup font le parallèle avec la crise de 1929. Chez les politiciens de gauche, les références au Conseil national de la résistance et aux politiques qui ont suivi la Deuxième Guerre mondiale refleurissent. Même des économistes de la bourgeoisie essayent de nous vendre une sortie de crise qui ressemblerait aux Trente Glorieuses, ou plutôt à l'image idyllique qu'ils veulent nous faire de cette période. À l'époque aussi, on nous disait que plus jamais ce serait comme avant, qu'on allait en finir avec les crises. Il n'est donc pas inutile de prendre quelques minutes pour se pencher sur cette période, qui fut la dernière période de l'âge d'expansion du capitalisme. Cette période dura en fait 15 ans, de 1950 à 1965. Elle fut effectivement exceptionnelle à plusieurs titres. Les taux de croissance de l'économie capitaliste y atteinrent des sommets jamais vus dans le passé et jamais revus depuis. Le chômage fut considérablement réduit. Au sein des bastions capitalistes, le niveau de vie de la classe ouvrière s'éleva. L'espérance de vie augmenta, et à la fin de cette période, les bidonvilles finirent par disparaître. Les salaires permettaient à toute une partie des travailleurs d'acheter les derniers produits sortis des usines de production de masse, réfrigérateurs, lave-linge, radio et plus tard télévision et automobiles. Il n'en fallut pas moins pour que, à l'époque, certains économistes et politiques grisés par la dynamique de ces années affirment que le capitalisme avait enfin trouvé sa voie, débarrassé des crises, capable d'assurer les profits des actionnaires, tout en élevant le niveau de vie des masses. Selon les courants réformistes qui hier comme aujourd'hui se servent des Trente Glorieuses pour justifier leur politique, toute cette période fut le produit de l'intervention intelligente de l'État dans l'économie. Ils prétendent ainsi qu'aujourd'hui le capitalisme pourrait être autre chose si l'État faisait ce qu'il fallait. En réalité, ils balayent d'un revers de manche ce qui a rendu possible cette expansion, en premier lieu la guerre avec ses destructions sans fin, mais aussi la surexploitation des travailleurs et du tiers-monde. Il ne fallut pas attendre longtemps pour se rendre compte que cette période d'expansion n'était en fait qu'une parenthèse qui se termina dans la crise commencée dans les années 70. Une démonstration, s'il en est, que le problème pour les travailleurs n'est pas d'obtenir un meilleur partage des richesses, comme ce fut le cas pendant ces années-là, mais que le problème des travailleurs, c'est l'organisation elle-même de la société. La guerre qui ravagea l'Europe et l'Asie permit aux États-Unis, dont le sol fut épargné par le conflit, de prendre une avance sur leurs concurrents, une avance qu'ils conservent encore aujourd'hui. Leur domination était sans partage. Ils devinrent alors partisans du libre-échange, poussèrent dans le sens de la fin du système colonial. Leur puissance économique, combinée à leur puissance militaire et monétaire, leur ouvrant tous les marchés. C'est encore la guerre elle-même qui permit aux États-Unis de sortir du marasme prolongé qui existait depuis la crise de 1929. À la veille de la guerre, il y avait encore aux États-Unis près de 20% de chômeurs. La guerre et la guerre seule mit fin à ce marasme. Les dépenses militaires, qui avant-guerre représentaient entre 1 et 2% du produit national brut, passèrent à 11% en 1941, 35% en 1945. En quelques mois, l'industrie fut réorientée pour satisfaire la demande en avions, en bateaux, en armes de toutes sortes. Les capacités de production existantes ne suffisaient plus pour répondre à la demande. Le gouvernement construisit lui-même un grand nombre des usines nécessaires à l'effort militaire, des usines qu'il revendit après la guerre à bon compte aux capitalistes. Et quand il ne fut pas directement à la manœuvre, il soutint les industriels, déjà gavés de commandes publiques, au moyen de privilèges fiscaux sans fin. Une telle remise en ordre de l'industrie capitaliste n'eût pas été possible sans la collaboration active des organisations du mouvement ouvrier, en premier lieu les syndicats, AFL, CIO, mais aussi celle du Parti communiste, devenu patriote après 1941. C'était l'union sacrée. Les grèves furent d'abord mises hors la loi, non sur un ordre d'en haut, comme sous les régimes fascistes d'alors, mais par une renonciation volontaire des dirigeants syndicaux. Ce fut le No Strike Pledge, et quand il y eut quand même grève, Roosevelt n'hésita pas à envoyer l'armée. Avec la complicité des dirigeants syndicaux, le gouvernement américain put mettre en place toute une législation anti-ouvrière. Si le chômage disparut, le temps de travail hebdomadaire moyen augmenta considérablement jusqu'à 45 heures en 1944. Avec, en plus, le rationnement et les salaires bloqués, rognés par l'inflation, c'est la classe ouvrière qui supporta l'essentiel de l'effort de guerre. Au lendemain de la guerre, les États-Unis possédaient une machine de production sans égale, produisant la moitié des marchandises produites sur toute la planète.
Il possédait les 2 tiers de la flotte mondiale, assurait 25% de tous les échanges. Au final, la guerre avait permis aux capitalistes de remplacer leur vieux capital par un capital jeune plus productif. Les salaires, qui finirent par monter, sous l'effet du plein emploi et de l'épargne forcée, permirent d'assurer la reconversion d'une partie des industries avec un marché intérieur plus grand. Le marché extérieur entendait alors les pays ravagés par la guerre fournir d'autres débouchés, en particulier pour les machines-outils, les biens d'équipement ou de production dont les États-Unis avaient de fait, après la défaite de l'Allemagne, le monopole. Les prêts-bails, puis le plan Marshall, qui arrosèrent l'Europe, n'étaient pas des actes de pure générosité. Non seulement tous avaient une peur bleue que l'Europe appauvrie ne soit submergée par une vague de mécontentement révolutionnaire, mais les dollars ainsi prêtés revenaient de toute façon sur le marché américain sous forme de commandes doublées par les États d'Europe qui tous abondaient à ces commandes. Le développement ne se maintint à un niveau élevé et pour un certain temps qu'en s'appuyant de façon croissante sur les dépenses militaires. La guerre de Corée et la guerre froide qui démarraient fournirent aux industries de nouveaux débouchés, tandis que les investissements stagnaient entre 1900 et 1951, les dépenses d'armement doublèrent en 1951. Ainsi irriguée, l'économie capitaliste poursuivit son expansion. En Europe, les effets de la guerre furent sensiblement différents. Si la France reçut 3 fois moins de bombes que l'Allemagne, des villes entières y furent aussi rasées. En 1944-1945, alors que la population s'échinait à déblayer, à réparer, les problèmes de ravitaillement étaient critiques dans la plupart des grandes villes. Une comparaison avec les États-Unis permet de mesurer les conséquences de la guerre. Si en 1938 le PIB par habitant en France était de 3/4 celui des États-Unis, il est en 1950 d'à peine plus de la moitié, un recul résultat à la fois des destructions mais aussi du retard pris pendant et après la guerre sur la puissance américaine. Un vaste marché s'ouvrait donc aux entreprises. L'État prit en charge tout ce qui était nécessaire à la bourgeoisie pour renouer avec les profits. La priorité fut donnée aux infrastructures et aux industries lourdes, et cela au détriment de la réparation des bâtiments d'habitation, entraînant une grave crise du logement, condamnant des centaines de milliers d'ouvriers et de sinistrés aux bidonvilles et aux logements d'urgence, au détriment des biens de consommation et des conditions de vie des couches populaires. Tout ceci n'eût pas été possible sans la participation au pouvoir du PCF et de la SFIO, qui se chargèrent de faire accepter les sacrifices aux couches populaires. La période était marquée par l'inflation, 50% par an, en moyenne jusqu'en 1948. Mais pour les syndicats, comme pour le PCF et la SFIO, il fallait produire d'abord et revendiquer ensuite, c'est-à-dire accepter des salaires qui ne permettaient pas de vivre. Ils combattaient les grèves comme étant l'arme des trusts. La reconstruction fut donc celle de l'économie bourgeoise et de ses profits. Elle reposa quasi exclusivement sur les reins de la classe ouvrière. L'expansion qui s'ensuivit, de 1950 à 1965, vit la production industrielle s'élever en France de 4% par an. Les capitalistes accumulaient du capital et les salaires, du fait du très faible chômage et des luttes ouvrières, commencèrent à augmenter. L'économie sortait enfin du marasme dans lequel elle était plongée depuis le début des années 30. Mais du point de vue des travailleurs, on est bien loin du paradis ou de la gloire. En 1938, l'économie capitaliste n'était pas plus sortie de la crise en France qu'aux États-Unis. En 1938, l'investissement des capitalistes français dans leurs entreprises était même inférieur à celui de 1913. Leurs machines-outils avaient 25 ans d'âge en moyenne. Cette situation ne fit qu'empirer pendant la guerre. En 1945, les moyens de production en France avaient au moins 20 ans de retard sur ceux des États-Unis. L'après-guerre fut l'occasion pour les capitalistes d'investir massivement, de concentrer leur entreprise en mettant leurs moyens de production au niveau de ceux des États-Unis. L'importation de nouvelles machines d'outre-Atlantique, financées par le plan Marshall, fit décoller la productivité au début des années 50, permettant aux capitalistes de lâcher sur les salaires. L'expansion des années 50 s'explique ainsi essentiellement par le retard pris par les capitalistes français et européens et par le rattrapage qu'ils opérèrent alors, un rattrapage nécessaire pour soutenir la concurrence.
Ainsi, c'est après 1945 que Renault passe à la production automobile en grande série avec la 4 chevaux. En 1955, Renault produisait 4 fois plus qu'avant-guerre pour un nombre d'ouvriers du même ordre. En 1957, une chaîne automatique assurant l'usinage d'une culasse de moteur permettait de réaliser 6500 pièces par ouvrier par mois, 26 fois plus qu'en 1950. Entre 1950 et 1970, la production automobile fut multipliée par 8. L'automobile ne fut pas le seul secteur touché par cette automatisation de la production. Toute l'industrie le fut. Et là où l'industrie n'existait pas, elle fut créée de toutes pièces, importée clé en main d'outre-Atlantique. Pour satisfaire les industriels, le nombre d'ouvriers dans la société française dut s'accroître considérablement. Il fallut pour cela l'apport de travailleurs libérés des campagnes par la modernisation de l'agriculture et l'exode rural. Il fallut l'enrôlement des femmes et celui des travailleurs d'origine étrangère, dont l'industrie et le gouvernement organisèrent l'immigration. Ces travailleurs étaient 1,6 million en 1946 en France. Ils étaient le double en 1975, fournissant ainsi une partie substantielle des profits accumulés par la bourgeoisie en cette période d'expansion. Ces travailleurs, que les entreprises françaises avaient déracinés, furent les premiers licenciés lorsque la crise éclata à la fin des années 70. En ayant pris soin d'avoir en permanence à sa disposition une armée industrielle de réserve de 100 000 à 300 000 chômeurs, même pendant ces années d'expansion, la bourgeoisie combattait la pression à la hausse des salaires et organisait la division dans les entreprises en opposant les nationalités les unes aux autres. Les Trente Glorieuses sont aussi connues comme les années de l'avènement de la société de consommation. Mais la production de masse à destination d'un plus grand nombre de consommateurs était une nécessité découlant de la masse des investissements d'alors. Les investissements dans les machines modernes ne sont rentables que s'ils permettent de baisser les coûts de production unitaires tout en vendant beaucoup plus. Ne pas faire ces investissements voulait dire disparaître à court terme sous les coups de la concurrence américaine. Et il y avait des profits à faire. La population augmentait, les besoins étaient immenses, et si les salaires augmentaient, même talonnés par l'inflation, la hausse de la productivité du travail permettait aux capitalistes de payer tout en garantissant que le taux de profit ne s'écroule pas. Les salaires permettaient de reconvertir les marchandises produites en masse, et donc moins chères, en profit. Au total, c'est bien sûr la classe capitaliste qui s'est considérablement enrichie pendant cette période. La part des 10% les plus riches du pays dans le revenu national passa ainsi de 32% en 1950 à 35% en 1965, alors que ce même revenu national doubla sur ces 15 années. La hausse de la productivité du travail ne fut pas seulement le fait de l'introduction de nouvelles machines, elle fut aussi le fait d'une exploitation aggravée des travailleurs. Les capitalistes luttèrent pied à pied contre l'augmentation des salaires et par de multiples moyens, ils arrivèrent à la freiner. Outre l'armée industrielle de réserve qu'ils reconstituèrent en permanence, ils furent aidés par l'État, qui organisa la sécurité sociale, les caisses d'assurance maladie, de retraite. Contrairement à ce que répète toute la gauche, ces institutions, aujourd'hui remises en cause par la crise, ne furent pas un acquis des luttes, mais une nécessité de l'époque pour les profits de la bourgeoisie. L'État l'aida ainsi en lui permettant d'avoir à sa disposition le maximum de travailleurs avec la meilleure santé possible et via la mutualisation des coûts de la santé et de la retraite entre travailleurs, en permettant au patronat de payer des salaires qui n'avaient pas à couvrir ses frais. Pour limiter la pression sur les salaires, les capitalistes purent également s'appuyer sur un puissant mouvement d'exode rural vidant les campagnes, conséquence directe de l'introduction massive des machines dans les champs. Dans certains secteurs où l'automatisation n'était guère possible, comme dans la confection ou le bâtiment, c'est en baissant les salaires que l'augmentation de la richesse produite par travailleur et par heure s'est faite, par l'emploi de femmes, de travailleurs immigrés, de clandestins, de travailleurs semi-ruraux ayant encore une activité agricole moins payée que la moyenne. Mais le profit maximum des nouvelles installations fut aussi assuré par une exploitation collective plus poussée de la classe ouvrière, en développant le travail posté, répétitif, déqualifié et en équipe. La proportion d'ouvriers en équipe
double entre 1957 et 1974. On rentabilise ainsi le capital en le faisant produire les 2 tiers de la journée ou la journée tout entière, si ce n'est 7 jours sur 7. Le temps de travail fut maintenu à un haut niveau, autour de 45 heures par semaine, et certains travailleurs, comme les agriculteurs, les transporteurs routiers, virent même leur temps de travail réel augmenter. Pendant 2 décennies, jusqu'en 1967-68, ces efforts furent acceptés parce que, après les difficultés et la barbarie de la Seconde Guerre mondiale, le pouvoir d'achat augmentait et parce que les partis ouvriers, PCF et SFIO, avaient fermé toute autre perspective. L'expansion économique au Japon et en Allemagne fut elle aussi qualifiée pour chacun de ces pays de miracle. Le Japon battit tous les records de croissance pendant plusieurs années. Le développement économique de l'Allemagne de l'Ouest, la République fédérale allemande, fut lui aussi brandi par les libéraux comme la démonstration de la capacité de l'économie capitaliste à se développer harmonieusement. En pleine guerre froide, il s'agissait d'opposer au bloc de l'Est une économie de marché qui se voulait sociale. Mais de miracle, il n'y en eut pas plus en Allemagne qu'au Japon. Dans ces 2 pays, le développement économique eut les mêmes ressorts qu'en France. Les destructions de la guerre, le retard technique accumulé par rapport aux États-Unis et le financement par les États-Unis de l'importation de matériel américain furent à la base de la très forte hausse de la productivité du travail qui permit de payer des salaires plus élevés tout en garantissant les profits. Au Japon, cette dynamique fut amplifiée par le fait que le pays ravagé passa sous tutelle américaine tant sur le plan politique qu'économique. Les salaires y étaient très bas et l'État joua un rôle important, assurant 40% des investissements. En Allemagne de l'Ouest, dès 1946, les États-Unis avaient abandonné la politique dite de dénazification du pays, dont l'objectif était de démanteler l'appareil de production. Comme au Japon, ils décidèrent de soutenir le redressement économique de l'ancien concurrent et adversaire. L'une des raisons de ce retournement était le risque politique de laisser les populations de ces zones industrialisées dans la misère et le chômage, la crainte que le désespoir ne suscite des réactions dans la classe ouvrière. L'autre raison, c'était la guerre froide, la concurrence avec l'Est et la nécessité pour les États-Unis de vendre leurs marchandises. En quelques mois, vers 1949, le flot de dollars permit aux capitalistes allemands de profiter des commandes liées à l'entrée en guerre des États-Unis en Corée. Mais l'essentiel reste que la croissance élevée de l'économie allemande n'aurait pas été possible sans les efforts surhumains de la population. Au cours de la guerre, 6 millions de militaires et de civils furent tués. Mais entre 1945 et 1950, la population de la RFA s'accrut de 14 millions de réfugiés, la plupart venant de l'Allemagne de l'Est. Ce qui a été un drame pour les hommes a été une aubaine pour les capitalistes. Ces millions d'hommes et de femmes déboussolés, acculés à vivre dans des caves ou des hangars, représentaient une main-d'œuvre abondante et disponible, qualifiée et formatée par le capitalisme allemand des décennies précédentes. Le miracle allemand n'est pas parti de rien. En 1950, la part du revenu des 50% les plus pauvres d'Allemagne de l'Ouest était 7% en dessous de ce qu'elle était avant-guerre, sous le nazisme. C'est à la surexploitation de ces millions de travailleurs, réfugiés ou non, que la classe capitaliste doit ces années de croissance exceptionnelle de ses profits. Avec la rationalisation de la production dans les années 50, les capitalistes ont mis la science au service de leurs profits. Peu importe pour eux que les conséquences pour les hommes et la nature soient catastrophiques. Les années 50 et 60 furent ainsi synonymes de silicose et d'amiante. 34 000 mineurs sont officiellement décédés de la silicose entre 1946 et 1987, plus du double en réalité. Le cas de l'amiante est similaire. Le danger est pourtant connu depuis la fin du XIXe siècle. Mais au sortir de la guerre, le marché de l'amiante ciment décupla. De 50 décès par amiante avant 1950, on est passé au moins à 750 en 1996, et ce n'est pas fini. Le profit use aussi les ressources naturelles, dont l'exploitation est complètement irrationnelle. Ainsi, l'un des secteurs clés de l'expansion capitaliste, l'automobile, ne fut un succès que parce que le marché a imposé
au consommateur un comportement individualiste. Il en va de même des déchets. Avec les impératifs publicitaires inhérents au capitalisme, la production de plastique sans utilité a explosé. En 1972, la France produisait 50% d'ordures ménagères de plus qu'en 1960. Quant aux déchets industriels, 10 fois le tonnage des déchets ménagers, ce sont les moins biodégradables et les plus toxiques dont la production s'éleva en flèche. Pollution de l'eau, pollution de l'air, réchauffement climatique, l'expansion des années 50 et 60 se fit, comme il se doit dans une société dont le moteur est le profit individuel, au travers d'une exploitation irrationnelle de la nature et de ses ressources. Il n'y a qu'une économie gérée, contrôlée collectivement qui puisse prendre en compte les besoins de l'humanité sous tous leurs aspects et à long terme. À la fin des années 60, les rythmes du progrès technique ralentirent. Les transformations majeures, les grandes usines, la création d'un système de production plus rationnel, l'automation, les chaînes, tout cela était fait et n'était plus à faire. Les contradictions fondamentales du capitalisme, entre une tendance quasi illimitée à produire et des marchés incapables de tout absorber, n'avaient pas disparu. En finançant le relancement de l'économie capitaliste, la bourgeoisie américaine s'était assurée débouchés et profits, mais l'avait aussi fait renaître de leurs cendres ses concurrents. Si en 1959, 63% des 156 plus grandes firmes étaient américaines, elles ne sont plus que 43% en 1974. Dans les années 60, les marchés se saturent et le taux d'utilisation des capacités de production diminue. La guerre à l'exportation fait rage. Le taux de profit des entreprises commença à baisser dès la fin des années 60. Très vite, les entreprises les moins résistantes craquent. Le chômage, à un niveau très bas depuis 1945, réapparut avant même le déclenchement officiel de la crise en 1974. L'expansion de l'économie capitaliste, impulsée par la Seconde Guerre mondiale, était bel et bien finie. L'économie sous pression craqua la première fois en 1975, après la hausse des prix du pétrole et des matières premières. Mais grâce à l'intervention massive des États dans l'économie, il n'y eut pas d'effondrement complet du système, et les reculs de la production furent suivis de timides reprises, l'économie mondiale s'enfonçant dans un marasme généralisé pendant 40 ans. Ce n'est donc pas en elle-même la politique des États qui a permis la période d'expansion des Trente Glorieuses. Les États n'ont fait qu'accompagner une situation économique nouvelle ouverte par la guerre. Ils ont joué leur rôle fondamental, être des instruments au service de la bourgeoisie dans une époque particulière. La bourgeoisie avait besoin que les États réalisent pour elle, à son profit, des investissements productifs et construisent les infrastructures indispensables, mettent en place des assurances ou des retraites collectives. Mais c'est bel et bien la guerre mondiale qui a fait sortir l'économie capitaliste du marasme dans laquelle elle était plongée depuis 1929. La crise économique déclenchée par le coronavirus ouvre peut-être une nouvelle période. Et si c'est à l'image de 1929, cette période sera marquée par une instabilité politique grandissante comme dans les années 30. Ce ne sont pas les références aux 30 Glorieuses qui nous aideront. La seule voie, c'est que la classe ouvrière, la classe des travailleurs, renoue avec la conscience de ses intérêts collectifs, avec la conscience qu'elle fait fonctionner toute la société et qu'elle dispose, pour cette raison, d'une force immense, qu'elle renoue avec les idées révolutionnaires. Réimplanter dans la classe ouvrière cette conscience, de former une même classe avec des intérêts communs, une classe sociale légitime et capable de diriger la société bien mieux que la classe capitaliste, est le combat qui doit nous animer.